Donc on va commencer un peu cette table ronde il n'y a pas de table, il faut l'imaginer. Peut-être commencer sur cette acclimatation dont vous avez parlé aussi pendant la présentation. Vous compariez ça à l'effet du cannabis sans avoir essayé. Alors je ne vais pas vous demander si vous avez essayé, mais est-ce que la comparaison est juste? C'est un peu comme si on planait après avoir fumé un pétard, comme vous disiez. Mais en fait, l'hypoxie, effectivement, ça va avoir un effet sur le fonctionnement du cerveau, hein, comme ça a été bien décrit par Sophie. D'abord, Sophie, je voulais vous remercier pour votre film et votre expérience. C'est vraiment très, très intéressant, y compris pour le physiologiste que je suis. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est en altitude, on va hyperventiler, donc on va augmenter son rythme et son volume ventilé, et ça va se traduire au-delà de l'hypoxie, c'est-à-dire de la baisse de la fourniture en oxygène qui va impacter l'oxygénation du cerveau et sa capacité à prendre des décisions. Le fait d'hyperventiler, on va rejeter aussi plus de CO2. Et le CO2, ça va avoir un effet sur les vaisseaux. On va avoir les vaisseaux qui vont... le diamètre des vaisseaux qui va être réduit, ce qu'on appelle une vasoconstriction, et ça va participer, en plus de l'hypoxie, à une moindre oxygénation du cerveau. Et donc ça a été très bien décrit par Sophie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accidents en haute altitude qui sont liés au fait que les fonctions cognitives, la capacité à prendre des décisions sont fortement altérées. Mais ce n'est pas que l'hypoxie, il y a aussi un rôle du CO2. Et Sophie, est-ce que c'est quelque chose qu'on entraîne? Et puis, est-ce qu'avec les différentes ascensions, vous avez réussi à mieux gérer ça, ou c'est à chaque fois la même chose? Alors, il faut de toute façon prendre le temps de l'acclimatation. Hein, c'est vraiment l'acclimatation qui va faire cette différence quand même si au-delà de 7500 mètres, on est de toute façon en hypoxie et il va y avoir l'altération de toutes ces fonctions. Mais c'est quand même un gage de sécurité. Et donc l'acclimatation, toute cette phase d'acclimatation qui tend de plus en plus à être raccourcie par des moyens divers et variés, mais c'est vraiment un gage de sécurité. Et en revanche, je pense que le corps, il a quand même une mémoire, parce que au long de toutes ces années, finalement, je me suis rendu compte que l'acclimatation se faisait quand même assez, de plus en plus, pas facilement, mais surtout d'une expédition à l'autre, dans l'année, en fait, on conserve quand même une partie de cette acclimatation. Ou est-ce que c'est peut-être parce qu'on sait à quoi on s'attend? Donc, on est aussi préparé mentalement à ce qu'on doit subir. Donc voilà, ça c'est vraiment... Mais, de nouveau, j'aime bien parler de l'éloge du temps long. D'accord? On est dans des fonctionnements aujourd'hui dans notre société où il faut aller vite, il faut tout faire vite. Tout est organisé, tout est anticipé, avec des agendas, des choses très 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 précises. Et de plus en plus, il faut aller vite. Et en fait, cet éloge du temps long permet justement au corps de s'adapter et à prendre son temps justement dans ces grandes expéditions. Et c'est la particularité vraiment de l'himalayisme. Et c'est une notion qu'on ne retrouve pas dans les Alpes, parce que dans les Alpes, on fait une course en montagne, on va aux 4000 mètres et on redescend, 2 jours après, on est sous sa couette. Donc voilà, donc cet univers de l'Himalaya permet d'avoir cette notion du temps long, que j'aime beaucoup. Justement, sur cette question du temps long, cette semaine, il y a eu une expédition anglaise qui, grâce au Xénon, a pu faire en une semaine de Londres au sommet de l'Everest. Alors, je vais peut-être vous poser la question après sur ce que vous en pensez, ce qu'en pense la communauté, mais peut-être comment physiquement ce gaz permet en fait de passer en une semaine de Londres au sommet de l'Everest, comme on pourrait aller faire une semaine de vacances à Ibiza. En fait, il y a des techniques de préacclimatation. Donc, la préacclimatation, c'est ce qu'on va faire avant d'arriver sur site. Donc, on peut utiliser des tentes hypoxiques, on peut utiliser un certain nombre de gaz. C'est pas optimal et c'est quand même une prise de risque qui est plus importante qu'une acclimatation classique, c'est-à-dire on recommande 300-400 mètres maximum par jour. Et donc, moi, je suis quand même assez réservé sur ces nouvelles techniques.
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on va s'acclimater, finalement, on va laisser le temps au corps de développer des adaptations qui font qu'on ne sera jamais complètement protégé, parce que l'hypoxie à très haute altitude, de toute façon, est délétère. Donc, il y a toute une problématique actuellement qui est le niveau de conditions physiques nécessaires pour faire des 8000 sans oxygène. Et donc, effectivement, on peut se permettre d'être lent jusqu'à 7000 mètres, et c'est plutôt recommandé. Mais par contre, dans la zone de la mort, au-dessus de 7000, si on est capable de monter très rapidement, parce que moins on passe de temps dans la zone de la mort, et mieux c'est pour le corps. Donc voilà, il y a toute une discussion là-dessus. Et sur le Xénon, sur cette expédition britannique, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une forme de dopage, il y a justement la fin de ce temps long que vous aimez, que vous recommandez aussi? Alors après, c'est propre à chacun. Mon avis importe peu finalement. C'est chacun où on va mettre son curseur, hein, et jusqu'où on veut aller justement dans l'assistance pour atteindre son objectif. Moi, je pense que c'est dommage parce qu'ils n'ont même pas vu un temple à Katmandou, ils n'ont même pas vu les yaks sur la montée de la grande vallée du Khumbu, ils n'ont certainement pas pu profiter d'un coucher de soleil sur un camp d'altitude. Et donc, pour moi, ils passent à côté de toutes les valeurs et de tout ce qui fait la beauté d'une expédition sur ces grandes montagnes. Après, chacun fait comme il veut. D'un point de vue physiologique, est-ce qu'on est toutes et tous égales face à ce mal de l'altitude, justement cette hypoxie, cette manière de réagir à l'altitude? Alors le Xénon, clairement, c'est une méthode dopante, hein, donc ça, c'est d'un point de vue, il n'y a pas de contrôle antidopage chez les himalayistes, mais clairement, dans le domaine du sport, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Alors pour ce qui est de la variabilité d'un individu à l'autre, oui, il y a une très grande différence d'un individu à l'autre. C'est des choses qu'on peut évaluer avant de partir en montagne. Il y a des consultations montagne que vous pouvez faire au CHUV, par exemple, qui vont plus ou moins avec 80% de précision déterminer si vous êtes plus ou moins à risque de mal aigu des montagnes. Alors le mal aigu des montagnes, ce n'est pas quelque chose dont on va mourir, c'est juste avoir mal à la tête, avoir des troubles gastriques, se sentir fatigué, mais il y a quand même des maladies d'altitude qui peuvent être mortelles, hein, donc l'œdème pulmonaire, l'œdème cérébral, qui sont liés au mécanisme que j'ai expliqué d'hypoxie et puis liés au CO2, ce qu'on appelle l'hypocapnie. Et donc là, il faut faire très attention. Et pour ce qui est de la mémoire du corps, il y a certes peut-être un tout petit effet mémoire d'une expédition à l'autre, mais il y a aussi le fait que vous allez garder des adaptations, que ce soit au niveau sanguin, que ce soit au niveau ventilatoire. Quand on va enchaîner, comme vous l'avez fait Sophie, des expéditions quand même d'une manière assez régulière. Et puis il y a aussi le fait, vous l'avez bien expliqué, que vous allez de plus en plus être expérimenté, donc faire de moins en moins d'erreurs, être plus à l'écoute de vous-même et ainsi de suite. Donc cette variabilité interindividuelle, elle est très très importante. On va parler de répondeurs ou de non-répondeurs. Et donc, c'est des choses qu'on peut évaluer d'une manière assez facile. Et quand on est un non-répondeur, ça ne veut pas dire qu'on n'a absolument aucune chance d'atteindre le sommet. Ça veut simplement dire qu'il faudra être encore plus prudent sur des périodes encore plus longues, peut-être monter encore moins vite, et ainsi de suite. Et puis, peut-être vous avez parlé d'Inoxtag, justement, le youtubeur qui a fait un film de son ascension. Il y a plus en plus d'influenceurs et d'influenceuses aussi qui se mettent à la haute montagne. Quel regard vous avez sur ces nouveaux collègues? Alors, si on parle d'Inoxtag, de nouveau, c'est pas parce que c'est un youtubeur qu'il n'a pas droit à un rêve d'Everest, finalement. Hein. L'important, c'est comment on s'y prend et comment on aborde cet Everest. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent ou qui m'envoient des messages et qui me disent « Ah, mais j'ai le rêve de faire l'Everest, comment on s'y prend ?» J'ai dit d'abord, tu vas faire le Salève et puis après, on en parle, etc. Donc, on va... voilà, donc il y a vraiment passer par cette phase de préparation, de découvrir et de comprendre qu'est-ce que c'est que finalement d'une expédition à plus de 8000 mètres. Parce que tant qu'on n'y a pas été, on ne sait pas. Et donc, la meilleure quand même approche, j'imagine, c'est quand même d'aller par palier. Hein, parce que d'un 4000 mètres passer à 8000,
c'est un autre univers. Donc on peut faire un intermédiaire, 5 000, 6 000, etc. Et Inoxtag, si on prend cet exemple, il s'est donné le temps, il s'est préparé, il a consacré une année, il était entouré de professionnels, il a appris la base vraiment de l'alpinisme en tant que tel. Donc je pense qu'il est arrivé au camp de base de l'Everest bien plus préparé, bien mieux préparé que bon nombre de prétendants au sommet. Et de nouveau, ce n'est pas parce qu'on met 50 000 $ ou 100 000 $ sur la table qu'on va réussir le sommet. D'accord ? Donc il y a toujours cette proportion entre l'investissement et le résultat. Et donc c'est pas mathématique. Mais l'Everest, c'est presque à la portée de n'importe qui, si je résume très vite votre propos. Eh bien non. Ouais. Eh bien non. C'est là justement où je pense qu'il faut vraiment nuancer. L'Everest, c'est le point culminant de la planète, c'est 8850 mètres, c'est presque 9000 mètres, c'est très très haut, donc c'est dangereux et c'est difficile. D'accord ? Donc effectivement, à coût de milliers de dollars, on va pouvoir utiliser des techniques qui vont faire qu'on va rendre ça plus accessible. Mais n'empêche que si quelqu'un qui n'a absolument aucune expérience et rien du tout, premièrement, va se mettre en danger, d'accord ? Mais danger vraiment grave. Donc il y a des décès sur l'Everest tous les ans, d'accord ? Et il y a peu de chances qu'elle arrive au sommet. Hein, c'est un peu comme le Mont Blanc. Entre les nombres de prétendants au sommet du Mont Blanc et les gens qui y arrivent vraiment, il y a un delta qui est quand même assez conséquent. Donc c'est pareil sur ces grandes montagnes. Puis vous m'expliquez qu'il y a une différence physique, mais en fait ce qui différencie les Himalayistes des autres sportifs ou du reste de la population, c'est vraiment le côté résilience, force mentale que Sophie a bien évoqué aussi pendant la présentation. Ça a bien été présenté par Sophie, c'est-à-dire 22 tentatives pour faire, c'est ça, 22 fois pour les 14 sommets. Donc je pense qu'il faut prendre en compte les données de risque objectif. Il y a des accidents tous les ans. C'est éloge de la... C'est-à-dire, moi je crois que ce qu'il faut mettre en avant, c'est le fait de se fixer des objectifs intermédiaires raisonnables à chaque fois, et puis cette capacité à faire demi-tour quand les conditions n'y sont pas. Moi, à mon petit niveau, j'ai essayé de faire le Shoryu, c'est un des 8000, et on a fait demi-tour pour des questions météo. Donc, il faut accepter de faire demi-tour. C'est essentiel. Ce n'est pas des choses qu'on va retrouver nécessairement sur les autres sommets, indépendamment de l'altitude. Pour ce qui est de l'altitude, je crois que la problématique, si on a l'expérience de bien s'acclimater, si on est bien entouré, c'est des choses qu'on peut, plus avec l'oxygène, on peut vraiment avoir une bonne maîtrise de l'hypoxie. Mais les risques objectifs d'avalanche, de chute de pierre, d'hypothermie, ils sont là, et puis d'épuisement tout simplement. Vous avez moins parlé de l'aspect de la peur, parce que moi, quand je voyais certaines images, j'avais peur ici, donc j'imagine pas vous sur place. Comment est-ce que vous gérez la peur ? Est-ce qu'elle est tout le temps là, ou est-ce qu'on l'oublie ? Quel est un peu votre rapport à la peur en association ? Je l'évoque un petit peu, la peur, avec le doute. Je pense que si vraiment on part avec la trouille au ventre, on va aller nulle part. D'accord ? Donc il faut justement... Alors il n'y a pas de recette magique et il n'y a pas sinon tout le monde l'appliquerait. Alors oui, il y a des moments de peur, oui, il y a des sauts de crevasse, il y a des choses qui sont vraiment... Donc il y a des passages techniques, etc. Mais l'univers dans lequel on évolue, il faut avoir confiance dans l'environnement, dans les partenaires, dans Sangay, dans l'équipe de tête, la fixing team. Donc, pensez à donc l'équipe qui va sécuriser les parties techniques sur la montagne. Donc voilà, c'est pour ça que c'est de nouveau, moi seul en Himalaya, je vais aller nulle part. Donc c'est vraiment cette complémentarité des compétences de chacun. Et justement, l'important, c'est que tout le monde, à son niveau, à son échelle, à sa responsabilité, ait les compétences suffisantes pour que ça se passe au mieux. Mais le risque zéro n'existe pas, ça c'est sûr. Je vais prendre des questions du public que je reçois sur mon téléphone. Ce n'est pas parce que je suis mal poli ou que je regarde mes réseaux sociaux. Peut-être pour commencer, une question assez concrète en termes de calories et de litres d'eau. Comment est-ce que vous gérez ? Est-ce que vous avez des capteurs aussi qui vous disent où vous en êtes ?
Rien du tout. C'est vraiment le... Je ne suis pas douée pour ces genres de trucs. J'ai eu des demandes de médecins ou autres, d'analyses. Non. Je remplis ma gourde et puis quand elle est vide, on attend le camp d'après pour... Après, bon, blague à part, la déshydratation sur un summit push, par exemple, hein, donc le summit push, c'est vraiment la partie terminale du dernier camp jusqu'au sommet, et le retour est vraiment fréquent. Et ça peut, notamment chez les hommes, hein, c'est vraiment, il y a des conséquences graves. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que donc vous partez en pleine nuit, d'accord, vous avez combinaison en duvet, les grosses chaussures, là, les pompes de l'espace, moi je les appelle, etc., ces grosses moufles et autres. À partir d'une certaine altitude, on a le masque à oxygène, le sac à dos. Ce qui veut dire que si vous voulez vous arrêter pour boire, dire qu'il faut vraiment s'arrêter, trouver l'énergie pour retirer son sac à dos, prendre son thermos, ouvrir le thermos, le verser, retirer le masque, etc. Donc c'est une énergie de dingue. D'accord? Alors on a beau avoir des petites bouteilles ou des choses, moi je fais les petits castors, on met un petit peu partout dans le... Mais 9 fois sur 10, j'ai constaté qu'en revenant au camp 4 à la redescente, tout était là. On n'y pense même pas. Donc on est tellement absorbé par justement cette progression, etc. Et physiologiquement, effectivement, ça peut mettre un petit peu en danger, mais à l'arrivée au camp, on boit, tout simplement. Justement, sur ces calories, est-ce qu'à quelle altitude on a besoin de plus de calories ou contrairement, comment est-ce que le corps réagit? Le problème de la haute altitude, c'est que ça va avoir un effet vraiment, ça va complètement couper l'appétit, la sensation de soif et évidemment la déshydratation. Il y a des expériences, il y a 2 ans, il y avait Jean Troyer qui était là, nous on a fait un travail avec Kylian Jornet quand il a fait le record. Ces alpinistes nous disent, ils ne mangent pas, ils font l'aller-retour de l'Everest en mangeant ce que nous on va prendre pour faire un footing de 40 minutes, tout simplement parce qu'ils vont pas pouvoir le tolérer, et puis pour toutes les raisons aussi logistiques que Sophie vient de décrire, c'est très très compliqué, et en même temps, il y a aussi le fait d'essayer de minimiser le temps perdu en très très haute altitude, hein, et puis le poids. Donc en fait, on est capable en très haute altitude de pouvoir faire des efforts très longs, hein, plusieurs dizaines d'heures, et puis finalement, en termes de prise hydrique ou de prise calorique, c'est des choses qui sont très très faibles. Ouais. Et il y a en plus un facteur, c'est que l'hypoxie génère une fonte musculaire énorme, parce que le corps, il n'est pas capable de tout gérer, donc il va s'occuper des organes vitaux, et il va un petit peu délaisser le reste, d'où les gelures elles arrivent très facilement, et au bout de ces semaines, sur un camp de base ou sur ces grandes montagnes, on a une fonte musculaire importante, très très importante, et donc moi je perds en moyenne entre, je sais pas moi, 6, 7, 8 kilos par expédition. Donc il faut vraiment, en préparation, prendre des kilos, donc ça tombe bien un peu. Moi j'ai un coach qui m'entraîne, il me dit, t'es quand même la seule nana que j'entraîne qui a envie de grossir. Mais donc ça fait partie de cette grande préparation. Et là, après, une fois que la récupération, on rentre dans cette phase de récupération, il y a un vrai travail vraiment très très strict, justement pour reprendre un peu de masse musculaire. Ça, c'est un mécanisme qui est vraiment important, cette fonte musculaire, mais ça vise à favoriser le fait que quand vous avez moins d'oxygène au niveau sanguin, donc moins d'oxygène dans le capillaire, et cet oxygène, il doit passer du capillaire dans le muscle pour être utilisé par la mitochondrie, hein, qui est un peu la petite centrale énergétique. Et donc, comme on a moins d'oxygène dans le capillaire, mais finalement la fonte musculaire va favoriser ce qu'on appelle la diffusion musculaire, le fait qu'on va avoir une capacité à faire passer l'oxygène des capillaires qui perfusent le muscle à la mitochondrie. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe en haute altitude. Donc, paradoxalement, en haute altitude, on va perdre du poids, mais on va perdre relativement plus de masse maigre, de masse musculaire, que de masse grasse. Bon, il y a énormément de questions, je pense qu'on pourrait être là jusqu'à demain. Donc malheureusement, je ne pourrais pas toutes les prendre, mais il y a plusieurs questions qui se rejoignent sur la préparation. Vous venez un peu de l'évoquer. Comment est-ce qu'on se prépare? Combien de semaines en amont? Quels sont un peu les exercices avant de partir sur site? 11 ans.
Donc c'est plus que quelques semaines. En fait, quand on rentre dans un projet comme ça, c'est constant. Hein, donc quand on rentre, il y a la récupération, après on va recommencer à s'entraîner, après il y a la préparation, il y a la recherche de fonds, hein, donc il faut trouver des sous pour repartir, etc. Donc, et la roue tourne et on recommence, donc c'est pas vraiment spécifique. Donc la discipline, l'hygiène de vie et tout ça, en fait, c'est un peu comme on rentre dans les ordres. Hein. On reste focus sur cet objectif pour être dans les meilleures conditions pour repartir. Il y a une question sur le fait que vous soyez une femme et la personne demande est-ce que vous avez l'impression d'avoir été moins bien considérée ou rabaissée dans le milieu de l'alpinisme à cause de ça? Pas du tout. Non, au contraire. En plus, je pense que l'alpinisme est encore une des rares disciplines sportives, justement, qui n'est pas une discipline olympique. D'accord ? Donc, il n'y a pas de classement, a priori. Donc, si vous allez mettre 10 heures ou 15 heures ou 20 heures pour atteindre le sommet, peu importe. Alors, ça commence. Hein. Il y a quand même une vraie tendance. Il y a les codes qui changent et qui changent vraiment pour moi, hein, qui quand même on voit ça un petit peu depuis pas mal d'années. L'arrivée dans le paysage de Nimsdai, qui casse les codes et qui grimpe donc les 14-8000 en 6 mois, ouvre des perspectives auxquelles personne n'avait pensé avant lui. Et donc depuis, il y a vraiment effectivement donc une sorte d'accélération, donc des recherches de records. Donc pour autant qu'on soit intéressé à aller chercher un record. Donc il n'y a pas de fédération, il n'y a pas, donc c'est un petit peu de l'autocontrôle, etc. Mais de plus en plus, si vous voulez prétendre à un record, il faut ramener les preuves. Donc il va falloir qu'on ait la preuve de votre sommet, etc. etc. Mais en tant que femme, non, on n'est pas beaucoup, donc on est souvent bien accueillis. Et puis moi je pense que l'himalayisme comme l'alpinisme, on garde quand même cet esprit d'entraide et de solidarité. Et puis, on est tous là pour atteindre le sommet. Donc, c'est sans forcément être accroché à un chrono. Et puis sur la phase de descente, parce qu'il y a cette émotion, cette joie d'être arrivé en haut, mais j'imagine qu'il y a aussi encore plus de risques à la descente quand justement on a l'impression d'y être arrivé dans ces émotions et puis il faut quand même réussir à rester concentré. Ouais, de nouveau, on est vraiment dans l'expérience. Hein, donc l'expérience met plus de chances de son côté pour y arriver. Et alors là, par contre, c'est sur tous les sommets la même chose. Le sommet est la moitié du chemin. D'accord ? Donc il faut quand même garder de l'énergie pour descendre. Et le risque il y a beaucoup d'accidents à la descente. Donc la descente n'est pas plus difficile, mais elle est plus dangereuse. Pourquoi ? Parce que les gens, ils vont... déjà, il y a l'investissement. On ne va pas à l'Everest ou en Himalaya ou dans le Karakoram toutes les semaines. Hein. Donc il y a cet investissement. Donc les gens, des fois, ils ont tellement envie d'arriver en haut qu'ils vont tout donner, tout, et ils oublient de garder un peu d'énergie pour la descente. Il y a une mauvaise gestion de l'oxygène, des fois, etc. Et donc, quand on est l'épuisement dans la zone de la mort, c'est simple, vous asseyez, vous endormez, vous n'allez pas vous réveiller. Mais ça, je pense que c'est encore mieux que moi placé pour l'expliquer. Donc voilà, donc la descente, il faut vraiment y penser. Le xénon fait pas mal réagir aussi dans les questions. Et je trouve qu'il y a une question intéressante. On parlait d'un produit dopant, enfin d'une pratique dopante. Mais la question est, si le xénon est une pratique dopante, pourquoi est-ce que l'oxygène ne le serait pas aussi ? Alors, il y a aussi différents points de vue sur l'utilisation de l'oxygène. Il faut savoir qu'il y a quand même très peu de personnes qui arrivent à faire des 8000 sans oxygène. Ça arrive, y compris Sophie me disait qu'elle a fait plusieurs fois des sommets à 8000 sans oxygène. Mais ça va avoir un effet quand même de permettre de se déplacer plus vite. Donc de passer moins de temps à ces très hautes altitudes qui sont quand même extrêmement agressifs pour le corps. Ça va avoir un effet aussi au niveau vasculaire et ça va avoir un effet au niveau cérébral. Donc en fait, quand même, prendre de l'oxygène, c'est quand même un moyen de sécurité. Donc
Se dire que c'est une méthode dopante, moi j'irai pas jusque-là. Je pense que c'est un moyen qui certes va faciliter un peu le déplacement en très haute altitude, mais qui est surtout gage de sécurité. D'ailleurs, il y a beaucoup d'alpinistes, d'himalayistes qui ont de l'oxygène avec eux, puis qui ne vont pas nécessairement le prendre. Alors, moi j'ai régulièrement pris de l'oxygène parce que j'avais froid. D'accord ? Et en fait, comme ça vient d'être dit, donc l'oxygène va redynamiser un tout petit peu la circulation. Et moi, avec cette obsession que j'ai eue pendant toutes ces années des gelures, j'avais quand même envie de garder mes doigts. Donc j'ai pris de l'oxygène parfois en pleine nuit pour justement, et il suffit de mettre peut-être même sur 0,5 ou 1 litre, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais ça va juste redynamiser cette circulation et permettre d'aller effectivement un tout petit peu plus rapidement. Et donc avec Sangué, donc on a fait donc 12 expéditions ensemble, et nous, notre fonctionnement, c'est de prendre 3 bouteilles pour nous deux, c'est-à-dire une bouteille chacun plus une bouteille de sécurité, ce qui est extrêmement faible. Hein, donc on a systématiquement pris de l'oxygène au-delà du dernier camp d'altitude. D'accord ? Alors, on entend, parce qu'il y a beaucoup de... En fait, quand les médias rapportent quelque chose de l'Himalaya, on parle de l'Everest. D'accord ? Donc, on a l'impression que l'Himalaya, c'est égal Everest, ce qui est faux. Mais effectivement, il y a des excès qui sont pratiqués sur l'Everest, mais il y a les mêmes déviances et excès sur le Mont Blanc. Donc, c'est la problématique de ces grands sommets convoités, mais globalement, voilà, tout le monde n'a pas 3 Sherpas qui va porter 10 bouteilles d'oxygène. C'est pas vrai. Il fait combien un peu au sommet du K2, par exemple, pour prendre un exemple concret? Il fait combien de degrés? Oh, on est sur du bon moins 30, je pense, sans compter l'effet du vent. Donc, on est content d'avoir la petite combinaison en duvet quand même. Puis sur la gestion du retour, c'est aussi pas mal de questions à ce sujet. Quand on est allé aussi haut dans tous les sens du terme, revenir plus ou moins au niveau de la mer, comment est-ce qu'on gère ça aussi au niveau psychologique, émotionnel? Oui, c'est important. C'est important de rentrer, d'accord? De nouveau, on ne peut pas survivre là-bas. Et même à un camp de base à 5000 mètres, on va pas, le corps, il va petit à petit se dégrader, etc. Et moi, je trouve toujours très intéressant. En fait, moi, ma vie, mes amis, ma famille et tout, c'est ici. Donc, c'est intéressant et c'est important de rentrer. Et pour repréparer donc un projet, quel qu'il soit après, donc c'est ici que ça se passe. Et d'ailleurs, et donc, je suis toujours contente de rentrer. Puis, je suis toujours contente de repartir. Justement, le sommet, vous avez parlé du fait que certaines expéditions, vous n'y étiez pas arrivé, et que vous questionnez le public, est-ce que c'est un échec ou pas? Je vous laisse répondre, mais vous, quelle est votre réponse à cette question, justement? Peu importe, pas réponse. C'est juste un élément de réflexion. Qu'est-ce qui veut dire l'échec? C'était juste ça qui est intéressant de prendre en compte, en fait. Parce que le sommeil est toujours là, il y a toujours la possibilité d'y retourner, donc je vous laisse réfléchir. Il y a aussi beaucoup de questions sur vos prochains défis. Quand on a fait ces 14 8000, qu'est-ce qui nous attire encore? Qu'est-ce qu'on essaye de chercher, d'accomplir? Oui, alors tout le monde s'inquiète, c'est vrai, de savoir quand est-ce que je vais avoir ce creux, là, cette dépression là, qui va... Ah, t'as fini tes 14, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? En fait, c'est pas parce qu'on a fini un grand projet comme ça que la passion, finalement, de l'alpinisme s'arrête. D'accord? Et alors, on est à plus d'une année hein, de la fin du record, et c'est assez clair pour moi que je vais arrêter d'aller à 8000 mètres quand même, parce que je pense que je sais faire. Et donc, dès l'instant où on clôt, l'idée, c'est vraiment de clore ce grand livre des 8000, hein, et ça permet justement d'ouvrir d'autres livres et d'ouvrir le champ des possibles. Donc là, je rentre du Népal. Hein, je suis rentrée la semaine dernière. Et on a été... donc, je garde cette passion de l'Himalaya. Donc, je vais continuer à partir sur ces grandes montagnes dans un esprit un petit peu différent. Donc là, on était sur une expédition. On a tenté l'Annapurna 4.
et non pas l'Annapurna 1, mais en hommage aux pionniers, parce que 2025, c'est le 75e anniversaire de la première ascension du premier 8000, qui était l'Annapurna. L'époque, vous connaissez sûrement Herzog, Lachenal, etc. Donc j'avais envie d'aller honorer cet anniversaire. Alors on n'a pas réussi le sommet, mais c'est pas grave, ça donnera l'opportunité d'y retourner. La question de l'alimentation a l'air de passionner pas mal de monde. Qu'est-ce qu'on mange? D'un point de vue physiologique, qu'est-ce qu'on recommande dans l'alimentation pour ce genre d'ascension? Quand on est en altitude, on va avoir davantage besoin d'hydrates de carbone sur des efforts d'endurance, mais aussi il y a un shift à une intensité très faible au niveau de la mer. On va surtout brûler ses graisses, pour dire les choses simplement, mais plus on monte en altitude, plus on va avoir besoin d'une proportion augmentée en hydrates de carbone, de sucre lent, et ainsi de suite. Donc là, rien d'extraordinaire. La difficulté, elle est surtout cet effet anorexigène de l'altitude, de la très haute altitude, ce qui fait qu'on n'a pas on n'a pas envie de manger, et ça peut amener plus vite à l'épuisement. En particulier si on a des vitesses ascensionnelles qui sont faibles, parce qu'on va passer plus de temps à très haute altitude. Donc on ne mange pas de fondue, j'imagine, pendant l'ascension? Alors, il faut déjà que les Népalais ils apprennent à faire la fondue. C'est pas gagné. Qu'est-ce que vous aimez le plus ou qu'est-ce que vous détestez le moins plutôt manger en ascension, justement? Plein de choses, en fait. Enfin, l'idée, c'est de bien s'alimenter au camp de base. Donc, en fait, la clé pour pas trop perdre de poids, en fait, c'est vraiment de manger au camp de base. Quand on est acclimaté, on a quand même la possibilité, on dort bien et on peut... donc, moi, je vais souvent en cuisine et puis je vais manger le dalbat avec les Sherpas. Parce qu'eux, ils sont très, très forts. Donc, je me dis que ce qu'ils mangent, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Et il y a aussi une question sur les besoins naturels. Comment est-ce qu'on fait ces besoins quand on monte? Voilà. Comme tout le monde, on baisse la culotte. mais dans les camps, est-ce que vous délimitez des zones? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. On va essayer de mettre l'endroit pour l'eau et puis l'endroit pour les toilettes. Pas prendre la même neige. Et puis l'idée, non, c'est ça. Ouais. Et justement, il y a la question aussi de la mort en montagne. Est-ce qu'il y a des programmes aussi de préparation en amont ou pendant? Est-ce qu'il peut y avoir des cellules psychologiques Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de ces domaines-là, mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que quand on fait... Sophie, vous l'avez vu, est une femme, et il y a des différences en termes de prise de risque dans des conditions extrêmement compliquées. Ça a été bien documenté, y compris dans les Alpes. Alors, les Alpes, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas les mêmes risques d'accident que dans l'Himalaya, mais il y a une étude assez intéressante sur les Alpes suisses qui montre que, évidemment, en pourcentage, les femmes vont plutôt avoir moins d'accidents, et en particulier moins d'accidents très graves, et plus l'on monte haut, moins il y aura d'accidents extrêmement graves du type accident mortel chez les femmes que chez les hommes. Donc en fait, la prise de risque va être modulée d'une façon différente. Alors j'ai des collègues qui travaillent sur des théories évolutionnistes qui pourraient l'expliquer, mais je crois que Sophie est un bon témoin par rapport à ça, parce qu'elle a insisté plusieurs fois en disant moi le but d'abord c'est peut-être d'atteindre le sommet, le but premier c'est quand même de revenir. Et j'ai pas de statistiques en tête, et je ne sais pas si elles existent sur les accidents sur le massif himalayen, mais en tout cas dans les Alpes, c'est très bien documenté. Et puis, c'est des choses qui sont documentées, par exemple, sur la prise de risque, alors sur des épreuves d'ultra. Qu'est-ce que c'est que prendre un risque important sur une épreuve d'ultra, sur un ultra-trail? C'est peut-être partir plus vite. Et donc les hommes, clairement, partent plus vite et décélèrent plus que les femmes. Les femmes vont finalement, et ça n'étonnera personne, sont beaucoup plus intelligentes que les hommes, et elles vont avoir une allure qui va être beaucoup plus adaptée et être beaucoup plus soucieuses de leur intégrité. Cette différence de genre, vous l'avez aussi expérimentée Oui, je pense, oui, effectivement. Ouais. Testostérone, on y va. Allez, ça passe ou ça casse. On est très très fort. Si. Ouais. Mais... Après, il y a l'Himalayan Database, donc pour avoir un peu des statistiques. Donc il y a l'Himalayan Database qui regroupe tous les sommets essentiellement népalais, ou le site 8000.com, et
qui sont moi je les appelle des geeks des 8000, parce que c'est des bénévoles qui tiennent tous ces registres et autres, mais n'empêche qu'ils compilent donc toutes les statistiques, donc il y a l'accidentologie, et en général c'est documenté, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc ils font vraiment un travail formidable, donc il y a beaucoup d'informations, de statistiques et de sources de chiffres sur ces 2 sites. Il y a pas mal de questions aussi sur l'équipe. Combien de personnes au début et combien de personnes au sommet avec vous tout à la fin, si tout se passe bien? Alors l'équipe, on ne va pas parler comme ça, dans le sens où on est une expédition, et l'expédition, donc il y a des membres d'expédition. Si on prend cet exemple du K2, on était 10 membres d'expédition. Donc 10 membres d'expédition va travailler, chaque membre d'expédition travaille avec son Sherpa. Donc ça fait le binôme Sherpa-grimpeur. Et l'équipe, après, s'étend sur le camp de base avec justement les cuisiniers, les aides de camp, les porteurs, etc. Et la fixing team, qui est un groupe de Sherpas en général, qui se coalise avec toutes les expéditions qui sont sur un même camp de base. Et donc l'équipe, elle évolue pas tous ensemble, d'accord, mais c'est les binômes qui sont indépendants. Donc si quelqu'un est en difficulté, soit parce qu'il a besoin de plus d'acclimatation ou autre, il va faire demi-tour, il ne va pas compromettre donc l'ascension et la suite des autres binômes, en fait. Donc c'est la différence entre la technique himalayenne, où si on parle de cordes, les cordes fixes, pour simplifier, les cordes fixes, elles sont attachées à la montagne. Donc on s'encorde à la montagne. Donc chacun peut être plus indépendant que quand on est sur une cordée où la corde elle est attachée aux alpinistes. C'est un peu ça la grande différence. Donc moi, quand je pars pour le sommet, je pars avec Sangay. C'est tout. Il n'y a pas une personne qui prend une décision pour toute l'expédition, c'est chaque binôme qui est indépendant. Alors on va distinguer 2 types d'expéditions. Donc moi, ce que j'appelle les expéditions guidées, qui sont très souvent des expéditions nationales. Donc il y a un guide de haute montagne qui va prendre la décision et qui va prendre les décisions pour tout le groupe. Et donc s'il dit on monte demain, on va faire la rotation, on monte au camp 1, vous mettez ça dans votre sac, etc. etc. Donc ça c'est ce que moi j'appelle les expéditions guidées. Et il y a un autre type d'expédition qui sont les expéditions internationales, et qui sont les expéditions où chaque membre d'expédition est autonome, d'accord, mais on est sous le même chapeau parce qu'on partage le permis et on partage la même agence logistique pour mutualiser les coûts. Mais chacun est indépendant. Donc on peut regrouper ça dans une grande famille qui, pour moi, est un terme assez péjoratif, qui sont des expéditions commerciales. Mais moi, il faut vraiment faire la distinction entre ces deux types d'approches. Donc il n'y a pas... Moi, je décide pour moi, je prends la responsabilité de ma stratégie et de mes ascensions. Alors, les fenêtres météo, elles sont les mêmes pour tout le monde. Si on a un bon routeur et qu'on a une bonne météo, a priori, on va quand même effectivement partir un peu tous ensemble, pour autant que la d'ascension. Alors, les fenêtres météo, elles sont les mêmes pour tout le monde. Si on a un bon routeur et qu'on a une bonne météo, a priori, on va quand même effectivement partir un peu tous ensemble, pour autant que l'acclimatation soit bonne. Bon, je crois qu'on arrive au bout. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'était un très beau mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir posé autant de questions. Je suis navré, j'ai vraiment pu en poser qu'une petite partie, mais ça montre que vous avez été attentive et passionnée. Donc voilà, je pense qu'ensuite il y a la dédicace, donc vous pourrez peut-être encore continuer à échanger. On peut encore discuter à l'extérieur si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Et merci d'être là et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.